Chaque année, des centaines de personnes disparaissent dans les forêts et les montagnes des États-Unis. Et la plupart d'entre elles sont retrouvées, vivantes ou mortes, dès les premiers jours. Certains s'égarent et rejoignent la route par leurs propres moyens. D'autres sont blessés et attendent les secours, tandis que d'autres encore, malheureusement, sont retrouvés morts non loin de leur itinéraire. Et l'enquête permet rapidement de reconstituer le déroulement des faits. Il existe cependant une catégorie particulière d'affaires sur lesquelles les enquêteurs se penchent depuis des décennies. Dans ces affaires, des adultes en bonne santé ont disparu en quelques secondes sous les yeux de leurs compagnons. Des enfants se sont égarés au milieu de groupes nombreux et des employés expérimentés des parcs se sont volatilisés sur leurs propres sentiers. Dans ces affaires, les chiens de recherche perdaient la piste sans raison apparente. Des centaines de sauveteurs passaient la zone au peigne fin pendant des semaines, en vain. Et les seuls indices qui subsistaient étaient des objets qui soulevaient plus de questions qu'ils n'apportaient de réponses. Les sauveteurs ont une règle stricte pour les 72 premières heures. Si au bout de 3 jours, on n'a trouvé ni la personne, ni aucune trace d'elle, les chances d'une issue heureuse tombent presque à zéro. Et l'affaire passe d'une opération de sauvetage à une enquête. En temps normal, on trouve toujours quelque chose. Un emballage de nourriture, une empreinte de semelle sur un sol humide, un fil de tissu accroché à un buisson épineux, une odeur récente que le chien est capable de détecter même plusieurs jours après. Les affaires dans lesquelles on ne trouve absolument rien ne représentent qu'une infime partie. Et ce sont précisément celles-là qui, pendant des années, ne laissent aucun répit ni aux enquêteurs ni aux proches. Les 5 histoires dont il sera question ici se sont déroulées dans différents États et au cours de différentes décennies, des années 1970 à une époque récente. Parmi les disparus figuraient une écolière et un scout, une randonneuse expérimentée, une jeune femme et un employé permanent d'un parc national. Ils ont tous un point commun. Dans aucune de ces affaires, au cours de toutes ces années, on n'a retrouvé de corps ni obtenu d'explications claires. Et les 5 dossiers reposent encore aujourd'hui dans les archives, classés comme « disparition non élucidée ». La première histoire s'est déroulée le 18 juillet 2007 dans les montagnes de Bitterroot, à l'ouest du Montana. Et par la rapidité avec laquelle elle s'est produite, elle est sans pareil. La chaîne de Bitterroot s'étend le long de la frontière entre la Montana et l'Idaho, formant une muraille de pics granitiques entre lesquels s'étendent de profonds canyons boisés. Les habitants de la région traitent ces montagnes avec respect. On y trouve des ours et des pumas, et le réseau mobile disparaît dès que l'on s'éloigne de quelques miles du départ du sentier. Barbara Bolick, âgée de 55 ans et originaire de la petite ville de Corvallis, avait la réputation d'être une personne difficile à surprendre dans ces montagnes. Elle vivait au pied de la chaîne depuis de nombreuses années, l'avait parcourue dans tous les sens, faisait des randonnées en solitaire, s'orientait à la perfection et était physiquement plus résistante que bien des jeunes. Le mari de Barbara, Carl, la laissait partir seule en montagne sans inquiétude, connaissant son expérience et son habitude de ne jamais s'engager sur un sentier sans armes. Ce matin-là, elle emmena au belvédère de Bear Creek un invité, Jim Ramaker, de Californie, une connaissance de la famille venue en Montana rendre visite à des proches. Pour Barbara, l'itinéraire était presque familier. Environ 3 miles d'un sentier qu'elle connaissait bien, avec une montée vers un promontoire de granit d'où l'on aperçoit le canyon de Bear Creek et qu'elle avait emprunté des dizaines de fois. Ils étaient partis le matin, comptant revenir pour le déjeuner, et rien dans cette journée ne laissait présager ce qui allait se passer au niveau du belvédère. Vers midi, non loin du belvédère, Ramaker s'était arrêté pour admirer la vue qui s'offrait sur la vallée. Selon ses propres mots, Barbara se tenait à ce moment-là à 25 pieds derrière lui, sur le même sentier. Il a regardé les montagnes, selon ses estimations, entre 45 secondes et 1 minute. Lorsqu'il s'est retourné, le sentier était désert. Barbara avait disparu sans un bruit, en plein jour, en terrain découvert, à 2 dizaines de pas de son compagnon. Ramaker fouilla les environs, l'appela, parcourut le sentier dans les 2 sens, jeta un œil derrière le rebord du belvédère, puis redescendit vers la voiture, dans l'espoir que Barbara, pour une raison ou une autre, soit partie devant et l'attende en bas. La voiture était vide.
Il s'est alors rendu chez les Bolick et le soir même, Carl et ses voisins remontaient déjà le sentier à la lueur de leurs lampes, tandis que le lendemain matin, les services du shérif partaient à sa recherche dans les montagnes. L'opération de recherche dura des semaines. Les équipes à cheval, des maîtres chiens, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, des centaines de bénévoles et des sauveteurs encordés explorèrent les falaises et les éboulis en contrebas du belvédère, tandis que des plongeurs inspectaient les lacs de montagne dans le canyon. On a lancé à sa poursuite les meilleurs chiens de l'État, et il s'est produit ce que les enquêteurs ont par la suite qualifié d'élément le plus inexplicable de l'affaire. Aucun chien n'a pu suivre la piste à partir de l'endroit où Barbara avait été vue pour la dernière fois, comme si l'odeur humaine s'était coupée net sur le sentier. Le résultat s'est avéré nul, au sens le plus littéral du terme. Les chiens, qui avaient repéré l'odeur de Barbara près de la voiture, n'ont pas réussi à suivre la piste plus loin sur le sentier. Aucun précipice n'a révélé ni corps, ni lambeaux de vêtements. Parallèlement, des détails se sont accumulés dans l'affaire, qui contredisaient toutes les hypothèses. Le sentier, près du belvédère, passe par du schiste friable, et il est pratiquement impossible de s'y déplacer sans faire de bruit. Chaque pas fait craquer la pierre. Dans son sac à dos, Barbara transportait un revolver Magnum de gros calibre qu'elle emportait toujours en montagne pour se protéger des animaux sauvages, et ni le sac à dos ni l'arme n'ont jamais été retrouvés. L'hypothèse d'une chute dans le vide était contredite par le fait que Barbara, selon les dires de son mari, avait le vertige et ne s'approchait jamais du bord. L'hypothèse d'un suicide était contredite par ce qu'on a trouvé chez elle. Son porte-monnaie, ses papiers, son passeport, son chien et son chat adorés, ainsi que son mari Carl, avec lequel, selon les témoignages de ses proches, elle entretenait des relations chaleureuses. L'hypothèse d'une attaque par un animal sauvage a également été envisagée, car ces montagnes abritent à la fois des pumas et des ours. Cependant, un prédateur laisse généralement des traces derrière lui. Du sang, des lambeaux de vêtements, un sol remué, alors qu'ici, il n'y avait rien. Le shérif du comté de Ravalli a finalement déclaré sans détour aux journalistes que l'enquête était dans le plus grand désarroi. Naturellement, l'attention du public s'est portée sur le seul témoin. Rameker a été interrogé à plusieurs reprises. Il a pleinement coopéré avec l'enquête, a témoigné de son plein gré. Son récit n'a jamais présenté de contradiction dans les détails et il n'a jamais été considéré comme suspect, car on n'a trouvé contre lui ni la moindre preuve, ni mobile, ni trace de lutte sur le sentier. Il a lui-même avoué plus tard que ce moment le hantait depuis toujours et qu'il s'était demandé 1000 fois comment il avait pu ne pas entendre le moindre bruit. Jusqu'à la fin de ses jours, Carl Bolick a maintenu sa maison prête pour le retour de sa femme et répétait aux journalistes que Barbara aimait trop la vie et connaissait trop bien les montagnes pour simplement trébucher. L'affaire a été évoquée dans des émissions de télévision consacrées aux personnes disparues. Elle a été étudiée par des détectives privés et des chercheurs amateurs. Et pendant des années, des bénévoles accompagnés de chiens se sont rendus au belvédère de Bear Creek. 19 ans se sont écoulés depuis cet après-midi-là, et pendant toutes ces années, l'affaire Barbara Bolick n'a donné lieu à aucune nouvelle découverte. Ni os, ni boucle de sac à dos, ni revolver rouillé parmi les rochers. Si la disparition de Barbara s'est produite en présence d'un seul témoin, l'histoire suivante s'est quant à elle déroulée au milieu de tout un groupe scolaire, ce qui la rend d'autant plus étrange. Le 8 octobre 1976, les élèves de l'école Burden de Knoxville, dans le Tennessee, se sont rendus en car au parc national des Great Smoky Mountains. Les Great Smoky Mountains constituent le parc national le plus visité du pays. Un demi-million d'acres de crêtes boisées et brumeuses à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Le mois d'octobre y est considéré comme le plus beau. Le feuillage resplendit de 1000 couleurs et les sentiers sont bondés. Il s'agissait d'une sortie scolaire classique organisée par la classe de biologie. Une quarantaine d'adolescents, accompagnés de leurs professeurs, ont marché depuis le parking de la tour d'observation de Klingman's Dome jusqu'à la prairie d'Andrews Bald, la clairière la plus haute du parc, située à près de 6000 pieds d'altitude. Le trajet pour s'y rendre prend moins de 2 miles sur un sentier bien tracé, et les élèves ont eu le temps de se promener dans la prairie, de prendre des photos et de se rassembler pour le retour. Parmi eux, marchait Thérèse Gibson, 16 ans, que tout le monde appelait Tranny,
une jeune fille discrète et jolie, issue d'une famille aisée. Sur le chemin du retour, le groupe s'était tiré en une longue file sur le sentier étroit. Certains marchaient plus vite, d'autres restaient à la traîne, et Trenny s'est retrouvé sur un tronçon où aucune de ses amies proches n'était à ses côtés. Plusieurs camarades de classe ont par la suite raconté la même chose aux enquêteurs. À un moment donné, au début de 14 heures, ils avaient vu Trenny quitter le sentier et s'enfoncer dans la forêt, marchant d'un pas assuré et serein, comme si elle suivait quelqu'un ou quelque chose qu'elle voyait devant elle. Personne n'y a prêté attention, pensant qu'elle s'était éloignée un instant. Lorsqu'on l'a interpellée quelques minutes plus tard, aucun son n'est parvenu de la forêt. Dès le soir, il devint évident qu'un malheur s'était produit, et le lendemain matin, une opération de grande envergure fut lancée dans le parc. Une demi-douzaine d'équipes, accompagnées de chiens de recherche et de bergers allemands, se lancèrent à sa poursuite, et ce qui s'ensuivit transforma cette affaire d'adolescente égarée en une énigme criminelle. Les chiens ont suivi avec assurance la trace de Trenny le long du sentier, puis l'ont conduite vers le sentier de Forney Creek, ensuite au pied de la tour d'observation, et de là jusqu'au bord de la route, à environ 1,5 miles du col de Newfound Gap. Au bord de la route, la trace est définitivement interrompue, comme s'interrompt l'odeur d'une personne qui serait montée dans une voiture. Le lendemain, on a retrouvé à cet endroit 8 mégots de cigarettes de la même marque, comme si quelqu'un était resté là longtemps à attendre. Plus près de l'endroit où Trenny avait quitté le sentier, les sauveteurs ont découvert des fougères cassées, 3 autres mégots et une canette de bière entamée. Le père de Trenny s'est précipité au parc la nuit même, dès que le corps est revenu à Knoxville sans sa fille, et a arpenté le sentier à la lampe de poche jusqu'à l'aube en criant son nom. Les recherches sont poursuivies jusqu'à la fin du mois d'octobre. 756 personnes y ont participé. Les sauveteurs ont descendu tous les ravins des environs et inspecté le lit du Forney Creek. Mais aucun effet personnel de la jeune fille, ni la moindre trace de chute ou de lutte n'a été retrouvée. La météo de ces jours-là jouait contre les chercheurs. Un épais brouillard d'automne s'abattait sur la crête, et la nuit, la température descendait jusqu'au gel. Jour après jour, l'espoir de retrouver la jeune fille vivante s'amenuisait. L'hypothèse d'un accident exigeait la présence d'un corps. Or, il n'y en avait pas. L'hypothèse de la fuite s'est effondrée, car Trenny n'avait emporté aucun de ses effets personnels et n'avait aucune raison de s'enfuir. Il restait l'hypothèse de l'enlèvement, à laquelle faisait référence la piste qui s'interrompait près de la route et les mégots retrouvés. Cependant, en un demi-siècle, l'enquête n'a jamais désigné le moindre suspect. Au fil des décennies, les enquêteurs ont également examiné les rumeurs selon lesquelles l'une des connaissances de Trenny aurait pu être impliquée dans sa disparition, car les témoignages de ses camarades de classe laissaient transparaître des contradictions quant à qui l'avait vue ce jour-là et à quel moment. Cependant, aucune de ces pistes n'a abouti à des poursuites. La famille Gibson n'a jamais obtenu de réponse. Les parents de Trenny sont décédés sans savoir ce qui était arrivé à leur fille, et sa mère a conservé sa chambre intacte pendant de longues années. L'affaire Trenny Gibson figure encore aujourd'hui sur le site officiel des affaires classées sans suite du Service des Parcs nationaux, et c'est l'une des plus anciennes affaires en cours de cette administration. De temps à autre, les enquêteurs se penchent à nouveau sur ce dossier à l'aide de nouvelles technologies, recoupent les anciens indices avec les bases de données actuelles, mais la forêt qui surplombe le sentier menant à Andrews Bold n'a, en un demi-siècle, livré aucun nouvel indice. La fillette a disparu en plein jour, au milieu d'un groupe d'une quarantaine de personnes, et ce fait n'est pas devenu plus clair au fil des années. La troisième histoire se distingue des autres en ce qu'elle met en scène la disparition d'un homme qui, dans le cadre de ses fonctions, recherchait justement des personnes disparues. Le 13 janvier 1980, au monument national de Chiricahua, dans le sud-est de l'Arizona, c'était une journée d'hiver comme les autres. Chiricahua est le pays des géants de pierre. Il y a des millions d'années, les cendres volcaniques se sont compactées ici en une roche tendre que le vent et l'eau ont sculptée en une forêt de colonnes et de tours de pierre. Des sentiers serpentent entre ces colonnes, et tout autour s'étend une région frontalière déserte et isolée, où la frontière mexicaine est plus proche que la plus grande ville. Paul Fugat, garde forestier de 41 ans,
agent expérimenté fort d'une longue carrière et botaniste de formation, travaillait au centre d'accueil du parc. Ses collègues le décrivaient comme un homme indépendant et franc. Il portait la barbe et les cheveux longs, ce qui l'avait amené à se heurter pendant des années à une hiérarchie conservatrice. Il rédigeait les textes des brochures du parc, connaissait la flore locale mieux que quiconque et aimait sincèrement ses labyrinthes de pierre. Vers 2 heures de l'après-midi, il a dit à un collègue qu'il allait faire un tour sur le sentier du parc, puis il est sorti du bâtiment en tenue de service avec l'écusson du service des parcs nationaux sur la manche et l'insigne réglementaire sur la poitrine. C'est à ce seuil que commence le vide, qui dure déjà depuis 5 décennies. Paul n'était toujours pas revenu à la fermeture du centre d'accueil, ni à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, l'alerte a été donnée dans le parc, et des équipes de recherche sont mises à passer au peigne fin le territoire du monument, soit 12 000 acres de labyrinthes rocheux, de canyons et de lits de rivières asséchés à la frontière avec le Mexique. La zone a été fouillée à maintes reprises, avec des chiens et depuis les airs, sans que l'on ne trouve absolument rien. Ni casquette, ni insigne, ni empreinte de chaussures d'uniforme. Ce jour-là, ses collègues se sont souvenus que Paul avait l'air comme d'habitude, qu'il ne semblait pas inquiet, et qu'en partant, il avait plaisanté en disant qu'il reviendrait à la fermeture. Il n'avait emporté ni radio, ni eau, exactement comme lorsqu'on part faire une petite balade de 15 minutes sur un terrain familier, juste à côté de son lieu de travail. L'enquête a assez rapidement conclu que Paul ne pouvait pas s'être perdu sur un sentier qu'il connaissait bien. Il travaillait à Chiricahua depuis des années, connaissait chaque canyon et n'avait pas l'intention, ce jour-là, de s'éloigner beaucoup. Il avait laissé chez lui son portefeuille, de l'argent liquide, une précieuse collection d'armes, du matériel photographique coûteux et le camion qu'il restaurait avec amour. Tout indiquait donc qu'il était parti faire une petite promenade et qu'il avait l'intention de revenir. Au fil du temps, un seul témoignage a refait surface. Une connaissance affirmait avoir vu Paul cet après-midi-là sur la route, assis dans une camionnette entre 2 hommes inconnus, affalé, comme s'il avait perdu connaissance. Il n'a pas été possible de vérifier ce récit. Le témoin ne se souvenait pas du numéro d'immatriculation du véhicule et la description des hommes était trop vague pour permettre d'identifier qui que ce soit. Dès le début, les enquêteurs ont soupçonné un crime, et la piste principale s'est orientée vers les trafiquants. À cette époque, les canyons frontaliers de Chiricahua servaient de passage aux trafiquants de drogue. Ces lieux étaient rarement patrouillés, et un garde forestier en uniforme, tombant par hasard sur un groupe de trafiquants au mauvais moment, aurait tout simplement pu se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, face à des individus qui ne laissent pas de témoins. On a également envisagé la piste d'une vengeance personnelle contre l'une des connaissances de Paul, ainsi que des rumeurs faisant état d'un conflit avec des habitants de la région en raison de son application stricte des règles du parc. Cependant, aucune de ces pistes n'a abouti à une arrestation. La position adoptée par l'administration elle-même a été une source de souffrance particulière pour la famille. Au début, une partie de la hiérarchie s'est sérieusement accrochée à l'hypothèse selon laquelle ce garde forestier rebelle aurait tout simplement abandonné son poste et serait parti de son propre chef, ce qui a valu à la veuve de Paul, Dodi Fougat, de se voir refuser pendant des années les indemnités dues aux familles des personnes décédées dans l'exercice de leurs fonctions. Dodi s'est battu contre la bureaucratie pendant plus de 10 ans, a rassemblé des témoignages, a fait pression sur les enquêteurs et a finalement obtenu la reconnaissance officielle que son mari n'avait pas déserté, tout en affirmant toujours que Paul ne l'aurait jamais quitté, ni son parc, de son plein gré. Au cours des dernières décennies, le service des parcs nationaux a rouvert le dossier à plusieurs reprises. Le service des enquêtes internes de l'administration s'en est saisi. Les anciens éléments de preuve ont été renvoyés à l'expertise et la récompense offerte pour toute information a été augmentée à 3 reprises. Elle s'élève aujourd'hui à 60 000 $ et reste d'actualité. Paul Fougat reste le seul garde forestier de l'histoire du service des parcs nationaux à avoir disparu dans l'exercice de ses fonctions et à n'avoir jamais été retrouvé. Cet homme, dont le métier consistait à ramener d'autres personnes de la nature sauvage, est lui-même devenu la plus ancienne affaire non élucidée de son propre service. La 4e histoire s'est déroulée durant l'été 1991 dans les montagnes de San Bernardino, au sud de la Californie. Et il en reste un indice qui donne des frissons
même aux enquêteurs les plus aguerris. Le 19 juillet, une troupe de scouts d'El Monte, composée de 5 garçons et d'un chef de troupe, a entrepris l'ascension du sommet du San Gorgonio, le point culminant de la Californie du Sud, qui s'élève à 11 500 pieds. Cette montagne est trompeuse. Elle se trouve à moins de 2 heures de route de Los Angeles, et les sentiers sont très fréquentés le week-end, mais la partie supérieure de l'itinéraire traverse un haut plateau granitique inhospitalier, où il fait froid la nuit, même en juillet. Et en s'écartant du sentier, on se retrouve au milieu d'éternels éboulis et de crêtes rocheuses qui se ressemblent toutes. Parmi les scouts se trouvait Jared Negrete, âgé de 12 ans, pour qui cette randonnée était la première sortie nocturne avec un sac à dos de sa vie. Jared était un peu en surpoids, portait des lunettes car il avait une mauvaise vue et s'est rapidement épuisé dans les lacets escarpés du sentier de Vivian Creek. Il prenait du retard, coupait les lacets en prenant des raccourcis, rattrapait le groupe, puis prenait à nouveau du retard. Les garçons plus âgés se sont souvenus par la suite qu'il restait silencieux et qu'il était gêné par sa lenteur. Vers 6 heures du soir, à environ 1 mile du sommet, le moniteur a vu le garçon pour la dernière fois sur le sentier et selon son propre témoignage, lui a dit de rattraper le groupe. Au campement, on s'est rendu compte que Jared n'était pas arrivé au camp. Le moniteur est reparti sur le sentier avec une lampe de poche, a fouillé la route en lacets, a appelé le garçon jusque tard dans la nuit. Et ce n'est qu'à l'aube que les adultes ont pu transmettre en bas le message signalant la disparition de l'enfant. L'opération de recherche est devenue l'une des plus importantes de l'histoire de ces montagnes. Pendant 16 jours, les pentes du San Gorgonio ont été ratissées par des centaines de sauveteurs, des hélicoptères militaires équipés de vision nocturne, des maîtres chiens et des bénévoles. Les Marines de la base la plus proche se sont joints aux recherches, tandis que la famille de Jared montait la garde au pied de la montagne, accueillant chaque groupe qui revenait. Les premiers jours, l'espoir restait fort. Il faisait chaud, le sentier était très fréquenté, et tout le monde savait que même un enfant fatigué pouvait tenir un certain temps en montagne s'il ne s'éloignait pas trop du sentier. Le 8e jour, le 27 juillet, les sauveteurs firent une découverte qui justifiait à elle seule toutes les milles parcourues auparavant. Sous un buisson, à environ 200 pieds du sentier de Vivian Creek, à une altitude de 10 200 pieds, gisait l'appareil photo jetable de Jared. À côté, ils ont trouvé des emballages de viande séchée et de pâtes de fruits, le casse-croûte même que le garçon avait emporté avec lui. La pellicule fut immédiatement développée. Elle comportait 12 clichés. Les premières photos étaient des paysages ordinaires que Jared avait pris en chemin alors qu'il marchait avec le groupe. Le dernier cliché était différent de tous les autres. Il s'agissait d'un gros plan très serré du visage de Jared lui-même, sur lequel seuls ses yeux et son nez apparaissaient. Et cette photo avait été prise après que le garçon se fut retrouvé seul. Personne ne sait ce qu'il voulait immortaliser, à qui ce cliché était destiné, ni ce qui se passait autour de lui à ce moment-là. Les enquêteurs avaient des interprétations divergentes. Certains pensaient que l'enfant effrayé, à la tombée de la nuit, se photographiait simplement lui-même pour s'occuper les mains et se calmer, et que le flash de l'appareil photo jetable pouvait également lui servir de lampe de poche. D'autres soulignaient que le garçon, dont la vue était faible et qui s'était égaré, n'aurait guère gaspillé des clichés pour un autoportrait et se demandaient s'il était seul à ce moment-là. Toutes les hypothèses ont été envisagées. Une chute dans une crevasse près du ruisseau, l'attaque d'un puma qui rôdait dans les environs, un enlèvement par un inconnu croisé sur le sentier, et même un accident au cours duquel le garçon aurait pu basculer dans l'une des profondes congères qui persistaient sur les versants ombragés jusqu'au milieu de l'été et capable de recouvrir entièrement un corps. Aucune n'a été confirmée, car l'élément essentiel, le corps, faisait défaut. La pellicule n'a rien révélé de plus, et Jared lui-même a disparu sans laisser de traces. Ni vêtements, ni lunettes, ni restes n'ont été retrouvés, ni cet été-là, ni au cours des quelques 30 années qui ont suivi, bien que des millions de touristes aient depuis lors arpenté les pentes du San Gorgonio. Les parents du garçon sont retournés pendant des années sur la montagne avec des bénévoles. La police a établi des portraits robots de Jared devenu adulte au cas où il serait encore en vie. Et le dernier plan de cette pellicule est resté le seul témoignage de ces dernières heures. Ses yeux qui fixent l'objectif depuis un endroit d'où personne n'est jamais revenu.
La 5e histoire est la plus récente, et elle se distingue des autres en ce que, ici, une personne s'est enfoncée dans la forêt de son plein gré et dans l'état le plus vulnérable que l'on puisse imaginer. Le soir du 9 juin 2013, Maureen Kelly, une jeune femme de 19 ans originaire de Vancouver, dans l'État de Washington, passait la soirée avec un groupe d'amis au camping de Canyon Creek, dans la forêt nationale de Gifford-Pinchot, au cœur des forêts pluviales du sud-ouest de l'État. Gifford-Pinchot est un immense massif de taïga sauvage entourant le volcan de Sainte-Hélène. Plus d'1 million d'acres de forêts humides de conifères, jonchées de chablis et recouvertes de mousse, où la visibilité entre les troncs ne dépasse pas quelques dizaines de pieds et où les pluies froides tombent même en été. Maureen, que ses proches appelaient Anou, avait grandi dans une famille nombreuse. C'était une jeune fille casanière et rêveuse, passionnée par les pratiques spirituelles et convaincue du pouvoir purificateur de la nature. Ses amis savaient qu'elle avait pour habitude de se livrer à des rituels insolites pour ne faire qu'un avec la forêt. Vers 5 heures du soir, elle a annoncé à ses amis qu'elle partait pour une randonnée spirituelle et qu'elle souhaitait se mettre à l'épreuve en s'en remettant entièrement à la forêt. Elle a retiré tous ses vêtements et ses chaussures, a laissé son téléphone, n'a pris qu'un sac banane dans lequel elle a glissé un couteau, une boussole et des allumettes. Puis elle est partie pieds nus du campement vers le ruisseau en contrebas. Ses amis l'ont vue traverser Canyon Creek et disparaître parmi les arbres sur l'autre rive. Ils pensaient que Maureen serait de retour à la tombée de la nuit. Mais une pluie froide s'est mise à tomber dans les montagnes à la nuit tombée, et la jeune fille n'est pas revenue. Le lendemain matin, ses amis ont alerté le bureau du shérif du comté de Skamania, et des équipes de recherche accompagnées de chiens se sont rendues dans la forêt, rejointes par un hélicoptère et des dizaines de bénévoles. Les maîtres chiens ont suivi la piste de Maureen depuis le ruisseau en remontant le versant opposé jusqu'à un chemin forestier où l'odeur s'est perdue. Sur la rive et sur le versant, on a trouvé des empreintes de pieds nus, dont la taille correspondait à celle de ses pieds. Mais les indices matériels s'arrêtaient là pour toujours. La nuit qui a suivi sa disparition s'est avérée particulièrement rude. La température dans les montagnes est descendue presque jusqu'au point de gel, une pluie froide et persistante s'est abattue, et les sauveteurs comprenaient que, dans de telles conditions, une personne dénudée et sans feu n'avait plus que quelques heures à vivre. Les recherches officielles ont été interrompues au bout de quelques jours seulement. Les autorités ont estimé qu'une personne nue et sans équipement n'aurait pas pu survivre aux nuits froides et pluvieuses dans ces montagnes, et qu'il s'agissait d'un décès par hypothermie. Un porte-parole du shérif a honnêtement déclaré aux journalistes qu'en cas d'hypothermie, les personnes se réfugient souvent dans les recoins les plus cachés, sous des souches ou dans des fosses, et que le corps peut se trouver à une centaine de pieds de la route sans être visible. Cependant, cette version bien ficelée présente une faille qui fait que l'affaire Maureen Kelly continue d'être débattue dans tout le pays. Le corps n'a jamais été retrouvé. Une personne morte d'hypothermie reste là où elle est tombée. Elle est retrouvée par des chiens, emportée par les ruisseaux de printemps, signalée par les charognards, et les chercheurs expérimentés le savent mieux que quiconque. Pendant des années, des bénévoles et des proches ont passé au peigne fin la forêt autour de Canyon Creek, inspecté les ruisseaux, les ravins et les sentiers empruntés par les animaux. Des équipes de recherche venues d'autres comtés, accompagnées de chiens frais, s'y sont rendues. Et en 13 ans, elles n'ont trouvé ni os, ni sac banane, ni couteau, ni le moindre objet. La forêt, dans laquelle la jeune fille s'était enfoncée pieds nus et sans armes juste avant la pluie, n'a rien rendu du tout. La famille de Maureen a pourtant déclaré à plusieurs reprises aux journalistes que leur fille était une personne impulsive et qu'elle aurait pu décider de fuir son ancienne vie, d'autant plus qu'elle traversait une période difficile peu avant ce voyage. Dans les petites villes des environs, des témoignages faisant état d'une jeune fille ressemblant à Maureen, aperçue près de stations-service ou sur des routes secondaires, ont circulé pendant des années. Mais aucun d'entre eux n'a été confirmé après vérification. Les enquêteurs ne croient pas à la thèse de la fuite, car il est pratiquement impossible de sortir d'une forêt isolée pieds nus et sans vêtements sans être aperçu par personne. Et aucune des deux parties n'a obtenu, au fil des années, la moindre confirmation de sa version des faits. Ce genre d'affaires attire depuis longtemps l'attention, et pas seulement celle des enquêteurs. L'ancien policier David Polides
a rassemblé dans ses livres plus de 1400 cas de disparitions inexpliquées dans les régions sauvages d'Amérique du Nord et y a mis en évidence des caractéristiques récurrentes. Les disparus sont retrouvés dans des endroits qui avaient déjà été fouillés. Les chiens refusent de suivre la piste. Le temps se gâte peu après la disparition et les effets personnels sont retrouvés soigneusement rangés, loin des corps. Ses détracteurs lui rétorquent qu'avec des millions de visiteurs dans les parcs nationaux, un certain nombre de coïncidences étranges est inévitable et que, statistiquement, les disparitions dans les parcs restent rares. Les sauveteurs professionnels, quant à eux, rappellent les mécanismes courants de telles tragédies. Une personne égarée s'éloigne en panique de son lieu de disparition sur plusieurs milles, souvent en tournant en rond. Transie de froid, elle se réfugie sous des racines ou des rochers, où elle est invisible tant depuis les airs que depuis le sol, tandis que les animaux et les crues emportent, en l'espace de quelques saisons, ce qui reste, ne laissant aux enquêteurs que des ossements épars, retrouvés des années plus tard par un cueilleur de champignons de passage. Tout cela est vrai, et tout cela explique la plupart des disparitions. Cependant, les 5 histoires de ce numéro sont devenues célèbres précisément parce que les mécanismes habituels se heurtent à des faits dérangeants. Ces 5 affaires sont séparées par des milliers de milles et près de 4 décennies. Et pourtant, si on les met côte à côte, des points communs apparaissent, familiers à tous ceux qui s'occupent de la recherche de personnes disparues. Dans les 5 cas, les personnes ont disparu dans un endroit familier ou très fréquenté, à quelques minutes à pied de leurs compagnons, des routes et des campements. Dans les 5 cas, les chiens soit n'ont pas trouvé la piste du tout, soit l'ont perdue à un endroit au-delà duquel il n'y avait rien d'autre que le vide ou le bord de la route. Dans les 5 cas, les recherches à grande échelle, mobilisant des centaines, voire des milliers de personnes, n'ont pas permis de retrouver l'essentiel, à savoir le corps. Et c'est pourquoi aucune hypothèse, de l'accident à l'enlèvement, n'a pu être ni confirmée ni écartée. Les sceptiques rappellent à juste titre que la nature sauvage sait dissimuler les restes humains mieux que n'importe quel criminel. Les fissures étroites, les animaux sauvages, les crues et les éboulis sont capables d'effacer toutes les traces humaines en quelques mois, tandis que les sous-bois denses cachent un corps à quelques pieds seulement du sentier emprunté par des dizaines de sauveteurs. Cependant, même en tenant compte de cela, il reste des détails qui ne cadrent pas avec les statistiques. Une disparition silencieuse sur le schiste craquant, la trace d'une écolière qui s'est interrompue au bord de la route près d'un tas de mégots, un garde forestier en uniforme qui s'est volatilisé sur son propre sentier, et le dernier plan d'une pellicule d'enfant tournée en solitaire à 10 000 pieds d'altitude. Peut-être chacune de ces histoires a-t-elle une explication simple et effrayante, pour laquelle il a manqué à l'enquête un seul indice, une crevasse non découverte, un témoin non interrogé, une voiture sur le bas-côté non contrôlée. Peut-être certaines d'entre elles resteront-elles à jamais des questions sans réponse. Ces 5 affaires ont également un autre point commun dont on parle rarement à voix haute. Chaque disparition a laissé derrière elle une personne contrainte de continuer à vivre avec le fardeau d'être le seul témoin ou le seul proche. Jim Ramaker, selon ses proches, évite encore aujourd'hui de parler inutilement de cette journée de juillet, bien que chaque année, les enquêteurs ou les journalistes le retrouvent avec toujours les mêmes questions. Les camarades de classe de Tranny Gibson ont grandi, ont pris de l'âge, et certains d'entre eux ont avoué, des années plus tard, que le sentiment de culpabilité lié à ce « Eh oh !» qui n'a jamais été lancé les hante encore aujourd'hui. Car s'ils avaient marché un peu plus lentement sur le sentier, ils auraient pu remarquer où exactement elle avait bifurqué. Dodie Fugate est décédée sans avoir vu l'affaire de son mari aboutir, mais elle a réussi à obtenir l'essentiel, la reconnaissance officielle que Paul ne l'avait pas abandonnée de son plein gré. Les parents de Jared Negrete ont créé une fondation d'aide aux familles d'enfants disparus, afin que personne d'autre ne se retrouve seul face à la bureaucratie, comme eux l'ont été. Et au camping de Canyon Creek, les amis de Maureen Kelly évitent encore aujourd'hui cette clairière près du ruisseau d'où elle s'est enfoncée pour la dernière fois dans la forêt. Un détail particulier lie encore davantage ces histoires entre elles. Dans les 5 cas, la vie a continué son cours normal dans les lieux où la disparition s'est produite, comme si de rien n'était. Aujourd'hui encore, on guide les touristes sur le sentier menant au belvédère de Bear Creek,
et la plupart d'entre eux ne se doutent même pas qu'ils se trouvent à l'endroit où, il y a 19 ans, une femme s'est évanouie sous les yeux d'un témoin. À l'automne, la prairie Andrews Bald, dans les Smoky Mountains, est toujours envahie par les photographes venus immortaliser le coucher de soleil. Chaque été, des milliers de touristes gravissent le sommet du San Gorgonio, dont beaucoup n'ont même jamais entendu parler de Jared Negrete. Les colonnes rocheuses de Chiricahua restent l'un des sentiers les plus pittoresques du sud-ouest du pays, et les visiteurs du centre d'accueil passent devant ce seuil même d'où, il y a de nombreuses années, un garde forestier est sorti pour ne plus jamais revenir. Quant au camping de Canyon Creek, il accueille encore aujourd'hui des touristes qui plantent leurs tentes à quelques centaines de pieds de l'endroit où Maureen Kelly s'est déshabillée avant de disparaître sous la pluie. La nature ne se souvient pas des personnes qu'elle a emportées. Elle continue simplement d'exister, de verdir, de faire murmurer ses ruisseaux et de changer de feuillage au fil des saisons, indifférente au nombre d'équipes de recherche qui ont arpenté ces sentiers et au nombre de familles qui n'ont jamais obtenu de réponse. La nature sauvage garde ses secrets plus longtemps que ne dure une vie humaine, et ceux qui s'enfoncent dans la forêt ne reviennent pas toujours vers nous, même après des décennies. À votre avis, qu'est-il arrivé aux protagonistes de ces 5 histoires, et laquelle vous semble la plus inexplicable? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez cette vidéo et cliquez sur la cloche pour être les premiers à découvrir les nouveaux épisodes.